Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la gestion de l'épidémie de coronavirus? Qu'est-ce qui peut-être doit être amélioré, notamment au niveau administratif? C'est tout l'objet de la commission d'enquête mise en place cet été par le Sénat. Aujourd'hui, c'est Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur, qui est auditionné. On regarde l'audition, on en reparle juste après. Je le jure, je le jure. Merci. Je vous cède la parole pour une dizaine de minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, c'est évidemment respectueux du pouvoir parlementaire et évidemment réobéissant au pouvoir de votre commission d'enquête que je Pardon, réponds. Monsieur le Ministre, on a eu la rigueur de porter le masque en permanence. Y compris, d'accord. Merci. Merci. Conscient de votre pouvoir d'audition, que je me rends bien évidemment à votre audition, soulignant cependant que vous avez devant vous un ministre de l'Intérieur qui est en fonction depuis le 6 juillet et qui ne peut répondre que des actes qu'il a commis, même s'il peut être éclairé du travail par ses directions et par l'histoire du ministère, de la gestion par le ministère de l'Intérieur, et vous l'avez souligné vous-même, Monsieur le Président, de la question de l'interministérialité. La crise que nous connaissons, vous le savez mieux que personne, est à la fois exceptionnelle et est inédite par son ampleur, par la propagation du virus, sur le fait que la crise n'ait épargné aucun territoire, qu'elle a évidemment une durée exceptionnellement longue et qu'il s'agit d'une crise sanitaire pour laquelle nous avons beaucoup innové au ministère de l'Intérieur, qui, vous le savez, à la fois est un ministère de gestion de crise, notamment par l'intermédiaire du corps préfectoral, parce qu'il a dû appliquer un certain nombre de dispositions décidées par le Parlement, singulièrement lorsque les policiers et les gendarmes ont dû verbaliser, et aussi parce que, avec les agents de la sécurité civile, il a pu intervenir, notamment pour aider à la propagation des bons soins, au moment où la propagation du virus était le plus évident. Quelques chiffres ont témoigné de l'ampleur, vous le savez bien, plus de 29 millions de cas dans le monde et au plan national, 404 888 cas confirmés et un nombre de décès au 14 septembre de 31 045. C'est donc une crise globale que le gouvernement a dû affronter, et singulièrement le ministère de l'Intérieur, à l'intérieur de ce gouvernement. Dans les fonctions précédentes, je n'ai pas eu à gérer la crise autrement que économiquement, dans le soutien avec Bruno Le Maire au dispositif de la vie économique. Mais il est évident que le ministère de l'Intérieur a travaillé sous l'autorité du Premier ministre au travail interministériel que vous évoquez sans doute et qui sera l'objet, j'imagine, de vos questions après avoir été l'objet du questionnaire. Je voudrais souligner que depuis son émergence, la gestion de cette crise est vraiment interministérielle. L'organisation du ministère de l'Intérieur a été pleinement mobilisée sous ce titre-là, et notamment le fait qu'il a été incarné dès aujourd'hui, au lendemain du confinement, par le Centre interministériel de crise, le CIC, que les Français ont vu à la télévision, et qui vise à donner une réponse nationale unifiée, qui a coordonné l'ensemble de l'action des ministères qui investissaient dans les autorités locales compétentes et au niveau national le sujet de la gestion de crise du coronavirus. Qu'il s'agisse de la santé, des transports, de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer, évidemment de la sécurité, ces ministères se sont réunis quotidiennement à l'occasion de réunions thématiques interministérielles, notamment au début de la crise. Parallèlement, la cellule situation du CIC accueille les officiers de liaison des ministères permettant de préparer les points de situation quotidiens et préparer et éclairer les décisions des autorités politiques. L'objectif premier de cette gestion interministérielle a été clair, la mobilisation totale de tous les services de l'État, au niveau central comme au niveau déconcentré, sans interruption, depuis janvier, soit plus de 9 mois d'action continue. C'est une durée sans équivalent dans l'histoire de la gestion de crise du ministère de l'Intérieur. Pour autant, je voudrais le souligner, l'État s'est montré résilient et a su répondre, je le crois, aux défis qui se sont nombreux et originaux posés à lui. Le CIC, dont la création a coïncidé avec la période de déconfinement, dans le prolongement des travaux menés par le délégué interministériel à la stratégie du déconfinement, a permis de gérer la crise dans sa durée, et il continue à le faire dans une difficulté sans doute un peu plus grande, tant la crise est longue et parfois les éléments d'information différents de semaine en semaine.
Au sein de cette organisation interministérielle, évidemment, le ministère de l'Intérieur a eu un rôle pivot dans la gestion de crise, conformément à la tradition qui veut que c'est bien le ministère de l'Intérieur qui gère et qui coordonne les crises que nous avons pu connaître. Il est en effet responsable de l'anticipation et du suivi des crises. Il est chargé de la conduite opérationnelle des crises sur le territoire de la République, en application de l'article L. 1142-2 du Code de la Défense. Il doit également, au titre de la préparation de la gestion de crise, s'assurer de la transposition et de l'application au niveau déconcentré, notamment par l'intermédiaire du corps préfectoral, des plans gouvernementaux. Dans le cadre de cette crise, le ministère a mobilisé 3 niveaux. D'abord le niveau central, il est par exemple organisé sur le retour sur le territoire national des Français qui étaient à Wuhan au début de la crise, en lien avec le ministère des Affaires étrangères et de la Santé. Il a aussi armé à titre principal ses personnels, la majorité des postes du CIC, tout en veillant au maintien en conditions opérationnelles de cet organe. Au niveau opérationnel, les forces de l'ordre ont la charge du contrôle du respect des règles sanitaires, et notamment le port du masque, avec plus de 45 000 verbalisations depuis mai. Ils sont aussi en charge de la sécurité de nos concitoyens dans un contexte de grande tension. Les sapeurs-pompiers, par exemple, à travers l'activité des SDIS et des moyens nationaux de la Direction générale de la sécurité civile, ont été pleinement mobilisés. Parmi les plus de 123 000 interventions liées au Covid, les prises en charge par les hélicoptères de la sécurité civile qui ont été de 326 et pour l'évacuation sanitaire de plus de 282 personnes, sans oublier les actions des associations agréées de sécurité civile qui dépendent, en lien avec le ministère de l'Intérieur, de la sécurité civile. Et au niveau territorial, bien sûr, les préfets et les sous-préfets ont été évidemment au rendez-vous, notamment en lien avec les acteurs économiques, mais aussi les conseils départementaux et les maires. La gestion de cette crise a reposé et repose encore sur le couple préfet-maire. Les maires constituant en effet, depuis le début, vous le savez mieux que personne, des partenaires essentiels et incontournables, renforcés par le travail qu'ont pu faire les présidents des conseils départementaux et régionaux. Enfin, cette crise, Monsieur le Président, doit sans doute nous amener, et c'est la réflexion que j'ai souhaité engager devant le corps préfectoral dès mon arrivée au ministère de l'Intérieur, à nous interroger sur les perspectives d'évolution des gestions de crise dans notre pays. Et même si le retour d'expérience n'est pas encore tout à fait total, puisque le ministère de l'Intérieur, comme tout le gouvernement, est encore mobilisé pour la gestion de la crise du coronavirus, il faudra nous interroger ensemble sur les leçons que nous pouvons retenir de cette crise inédite. Sans me livrer à cet exercice aujourd'hui, parce qu'il est bien trop tôt pour le faire et que je n'ai pas assez de remontées, je voudrais vous faire partager quelques pistes de réflexion. D'abord, la crise sanitaire liée au Covid-19 met en exergue la multiplication des crises dans notre société, les ampleurs, les caractères polymorphes, mais aussi les conséquences sur notre organisation doivent nous permettre de réfléchir et d'anticiper les prochaines crises, qu'elles soient sanitaires ou autres. Et il me semble que c'est bien à Beauvau que cela peut être le centre de réflexion pour les mois et les années à venir. Par ailleurs, nous devons réfléchir aux moyens de renforcer notre organisation et de l'adapter aux formes de crise globale et durable. C'est un axe stratégique majeur de la feuille de route du ministère de l'Intérieur que j'ai proposé au Premier ministre. Plusieurs pistes, et je voudrais terminer par cela, peuvent être évoquées. D'abord, la gestion territorialisée de la crise, seul modèle pertinent pour adapter la réponse de l'État aux réalités du terrain, et singulièrement à l'échelon départemental. À cet égard, les prérogatives du couple préfet de département et élu local pourraient être davantage consolidées, et notamment en nous inspirant de ce qui s'est passé en retour d'expérience de la crise du coronavirus. Il s'agit également d'affirmer le rôle central de la cellule interministérielle qui est placée à Beauvau, en renforçant nos outils d'anticipation et de planification, et en intégrant davantage les dimensions technologiques, et en confortant le ministère de l'Intérieur comme le ministère de la gestion de crise. Enfin, il s'agit de consolider l'offre de services du ministère pour l'ensemble de l'État, pour le compte du Premier ministre, qu'il s'agisse de l'aide aux victimes, à l'information de ceux-ci, à la logistique de crise, à la fourniture d'équipements de protection à la population, en nous appuyant sur les EMI et sur les préfectures. Le ministère de l'Intérieur doit renforcer ses instruments, notamment à destination des autres ministères. C'est ce qu'il a fait, à l'exception de l'Éducation nationale et de la Santé. Il a été le ministère qui a fourni notamment les masques et un certain nombre d'éléments dont l'État avait besoin au début de cette crise sanitaire. Voilà ce que je veux dire, mesdames et messieurs les sénateurs, en partageant ces éléments de réflexion et en m'excusant si je frustre un peu la commission en ne répondant pas forcément à toutes les questions, notamment du déroulement de la crise avant mon arrivée, mais je suis certain que je vais pouvoir apporter avec les directeurs qui m'accompagnent ces réponses et vous dire qu'évidemment, nous sommes à votre disposition pour des informations complémentaires. Tout à fait. Merci, Monsieur le ministre. Je passe la parole à
Bernard Jomier, rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre exposé préliminaire. Effectivement, l'intérêt de vous entendre n'est évidemment pas lié à la gestion du début de crise. Vous n'étiez pas en fonction à ce moment-là, mais plus à votre fonction institutionnelle. Vous êtes ministre de l'Intérieur actuellement et le regard que le ministère de l'Intérieur, de façon plus générale, porte sur l'organisation de la réponse à la crise. Alors, j'aurais une question à vous poser, on va dire actuelle, pour commencer par celle-là, puisque, voilà, comme ça, elle vous concerne directement. Nous sommes actuellement en difficulté avec la mise en œuvre de la stratégie tester, tracer, isoler, comme vous le savez. Beaucoup d'interrogations en cours sur cette stratégie et sa mise en œuvre, pardon. Or, ce sont les préfets qui sont chargés, au titre du Code de la santé publique, de la distribution et du recueil des fiches de traçabilité. Et donc, j'aurais voulu que vous nous apportiez des précisions sur la façon dont ils organisent cette responsabilité. Le deuxième point, vous avez dit, ce qu'on entend beaucoup et ce qui est assez juste, il nous semble, c'est que la crise repose sur le couple maire-préfet, en tout cas s'enrichit de cette collaboration entre le maire et le préfet. Mais la question se pose, évidemment, s'agissant d'une crise de santé publique, du lien avec les institutions sanitaires. Donc, il est tout aussi évident, il me semble, pour tout le monde, qu'il faut dépasser ce couple et que ce couple territorialisé, on va dire, doit travailler avec les autres acteurs. Donc, on a vu des modes de fonctionnement, je ne vais pas revenir dessus, très différents selon les territoires, souvent pour des raisons humaines d'ailleurs, des facteurs humains. Mais comment pensez-vous l'institutionnalisation de ce lien entre les élus locaux, le préfet, qui est au regard du Code de la santé publique aussi, a des prérogatives de pilotage, et les acteurs sanitaires et les autorités de santé? Voilà, je m'en tiendrai à ces deux questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Peut-être sur le premier point, bien sûr, ce sont les préfets, vous avez bien raison, qui sont ceux qui, par la loi, coordonnent. Mais le préfet n'est pas que l'homme ou que la femme du ministre de l'Intérieur. Par définition, il est celui qui agit au nom du gouvernement et agit pour chacun des ministres. Alors, évidemment, le ministre de la Santé a un rôle particulier. Il gère les ARS, qui sont des agences, comme vous le savez, régionales. Le préfet de département, selon la loi que vous évoquez, lui a un échelon départemental. Et donc, c'est avec lui qu'avant-hier, j'ai pris une circulaire pour organiser la façon dont les choses doivent fonctionner, notamment sur les tests. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de tests qui ont été gérés par le corps préfectoral. Et cette circulaire qu'on peut évidemment vous fournir permet d'organiser les choses, puisque la généralisation des tests, telle que l'a souhaité le gouvernement, évidemment, pose un certain nombre de questions d'organisation. Et le ministre de la Santé aura particulièrement à voir cela avec les représentants préfectoraux dans chacun des départements. Pour ce qui est finalement le rapport entre le maire-préfet ou le nouveau couple, ou les nouveaux couples qu'on doit installer pour que les choses aillent pour le mieux. Il est évident que le rapport maire-préfet a été d'abord, je crois, extrêmement efficace pour l'échange d'informations au début de la crise. Alors d'abord du confinement, des règles qu'on devait y appliquer, puis du déconfinement, singulièrement sur les services publics municipaux que géraient les maires, indépendamment du rapport politique que pouvait gérer un maire avec des préfets. Et comme le préfet de département, je crois, c'est son travail premier d'ailleurs, noue des relations particulières, tant avec l'association départementale des maires qu'avec les maires eux-mêmes, c'était une bonne chose de le faire au niveau politique comme au niveau organisationnel. La relation préfet-ARS, si je comprends bien votre question, elle est, je crois, naturelle dans bien des cas. À la difficulté, mais peut-être que votre commission l'évoquera dans ses conclusions, que l'ARS, par définition, est régionale, et que le préfet qui est en charge de la gestion de crise est départemental. Les préfets de région, s'ils ont pu être informés, et s'ils sont informés parce qu'en général, ils sont aussi, enfin pas en général, ils sont préfets du département le plus important, c'est bien à ce titre de préfet de département plus important qu'ils ont été consultés, et non pas en tant que préfet de région. Il n'y a pas de compétences reconnues ni affirmées des préfets de région dans la gestion de crise. C'est soit les préfets de zone qui étaient concernés, soit plus singulièrement les préfets de département. Et donc peut-être que la difficulté d'organisation qui ne tient pas au ministère, à des combats administratifs ou technocratiques ou à des luttes de pouvoir, a été ou est
le fait qu'il y a des échelons départementaux où il y a peu de contact départemental de l'ARS avec le préfet. Ils ne sont pas tous aussi présents dans chacun des départements, et avec, en revanche, un échelon régional pour l'ARS. Et il s'agit donc évidemment sans doute de réfléchir à cette meilleure articulation du fait de compétences qui ne sont pas contradictoires. Il s'agit bien au préfet de gérer la gestion de crise avec des administrateurs qui relèvent de l'ARS et qui doivent éclairer les décisions effectivement du corps préfectoral, mais il y a une différence d'échelon qui sans doute a pu ici ou là poser, on l'a tous vu sur nos territoires, je suis élu local moi-même et j'ai été maire pendant cette crise, se poser. Donc le rôle prédominant de l'assurance maladie pour la traçabilité des cas contacts et le lien du ministre de la Santé avec les préfets, comme la difficulté, je trouve première, puisque c'était votre question principale, du lien entre préfet et ARS, c'était une question d'échelon territorial, me paraît porter les réponses que vous attendez. Oui, merci Monsieur le ministre. Juste une précision sur votre réponse précédente. Antérieurement à la circulaire que je n'ai pas vue, mais que certainement on en aura connaissance bientôt, que vous avez signée avant-hier, si j'ai bien compris, il n'y avait pas de texte précis organisant le recueil des fiches de traçabilité, la mise en œuvre du processus de traçabilité, où il y avait quel texte antérieur sur lequel a été mis en œuvre? Ce que me dit le secrétaire général, c'est que les préfets ont un texte, donc on pourrait vous le fournir, qui prévoyait l'hébergement des cas contacts, mais pas la traçabilité telle que vous l'évoquez. Qui relevait de l'assurance maladie. L'administration française, c'était l'assurance maladie qui le faisait sur le cas précis, mais les préfets n'avaient pas de disposition de demande de la part du gouvernement précis sur ce point. Et là, votre circulaire est claire. Exactement, on va la fournir d'ailleurs, oui, merci. Même pendant la séance, Monsieur le Président. Merci. Sylvie Vermeillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je reviens sur le fonctionnement ARS préfet. Même si vous n'êtes en fonction que depuis le 6 juillet, êtes-vous tout de même au fait qu'il y ait eu des dysfonctionnements sur certains territoires? Alors, on a des exemples de très bons fonctionnements. Au cours de la commission d'enquête, on s'est aperçu qu'il y avait heureusement beaucoup d'endroits où il fallait se féliciter de ce fonctionnement, mais à d'autres endroits, il y a quand même eu des fonctionnements assez dommageables. Donc, vous avez dit à l'instant qu'il s'agissait d'y réfléchir. Est-ce que quand même vous avez déjà pris des dispositions pour clarifier le fonctionnement? Et puis une deuxième question, le Premier ministre a indiqué que les plans de reconfinement territoriaux et globaux étaient prêts. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ils seraient déclinés localement? Merci. Monsieur le ministre. Sur le deuxième point, Madame la sénatrice, assez simplement, les préfets, notamment parce que des décrets l'ont prévu, et ces décrets sont possibles parce que le Parlement l'a souhaité, ont la responsabilité, dans le cadre défini par la législation et par le décret en question, de prendre des décisions qui leur permettent de pouvoir mettre en place ces plans territorialisés que souhaite le Premier ministre. Il suffit d'avoir vu ce qu'ont décidé le préfet du Bouches-du-Rhône ou les préfets de Gironde très récemment pour voir que le ministère de l'Intérieur a accepté largement, et je pense que c'est le point le plus important pour une bonne gestion de crise, surtout quand on ne veut pas reconfiner généralement, pour s'adapter au territoire, et que nous invalidons par définition ce que nous proposent les préfets de la République, du moment que cela respecte évidemment le cadre légal et réglementaire que nous leur avons fixé. Donc les plans territorialisés, ce sont les préfets qui les prennent, et nous avons des échanges. Alors très souvent autour du préfet Robin, qui, vous savez, est celui qui travaille dans la cellule interministérielle et peut renseigner les préfets lorsqu'ils ont des questions, mais ils sont en responsabilité, ils prennent la responsabilité évidemment de leurs propositions et de leurs actes réglementaires. Sur le premier point, je vais vous répéter ce que j'ai dit. Moi, effectivement, je suis en poste depuis le 6 juillet. Je n'ai pas eu, d'ailleurs, dans mon département, à connaître de dysfonctionnement à ma connaissance. Pourtant, je gérais une des villes les plus importantes, la deuxième ville la plus importante du département. Je crois que s'il y a eu des difficultés de compréhension, elles sont du fait de cette territorialisation, mais les textes sont clairs. C'est bien le préfet qui a la veille et la gestion de crise, et puis il est aidé par l'ARS, et si jamais il devait y avoir des dysfonctionnements particuliers, je suis certain que c'est votre commission qui saura les soulever. Merci, oui, parce que l'évolution est récente. Là,
ces territoires où c'est le préfet qui donne les mesures qui vont être adaptées au territoire et à la population. A contrario, des quelques mois de crise précédents où les directives étaient vraiment nationalisées, ce qui pouvait poser un certain nombre de problèmes, effectivement. Donc là, il y a une vraie adaptation de terrain qui est maintenant visible. Si je peux me permettre de faire une tautologie, Monsieur le Président, en répondant à votre interpellation, quand le confinement a été généralisé, par définition, les préfets ont eu peu de marge de manœuvre, puisqu'ils étaient généralisés. Depuis que nous avons choisi, sous la stratégie du Premier ministre, dans la deuxième phase, on va dire, de ne pas reconfiner, mais de pouvoir adapter, de freiner la propagation du virus, il apparaissait normal que ce soit le préfet de département qui, dans un cadre légal et réglementaire défini nationalement, prenne des décisions déconcentrées. Ça nous est d'ailleurs parfois reproché, ça a été le cas à l'Assemblée nationale aux questions au gouvernement cette semaine. Je crois que le Premier ministre y a répondu. Merci. Catherine Desroches. Oui, merci Président, merci Monsieur le Ministre. On a bien compris que dans la réorganisation du système et dans l'architecture de gestion de crise, le retour d'expérience n'était pas totalement fait. Là, on est dans des ajustements. Et vous avez évoqué quelques pistes, mais sans plus les détailler, donc je ne vais pas trop insister dessus. Simplement, par rapport aux places des... Je voudrais savoir comment s'est articulée la place des préfets de zone par rapport aux préfets de région ou préfets de département. On a vu, ça a été dit déjà, des relations très bonnes entre ARS, préfets de région et préfets départementaux, mais il y avait quand même parfois, dans certains cas, cette notion où l'ARS disait « moi, mon patron, c'est pas le préfet ». Donc, comment on va résoudre cela, on le verra dans l'avenir. J'avais une deuxième question qui correspond au transport. Alors, nous sommes allés avec la commission d'enquête lundi après-midi à Roissy. On entendait beaucoup de choses sur l'arrivée des passagers venant de pays dits écarlates à Roissy pour voir. Certains nous disaient, mais en fait, les fiches sont remplies, elles ne servent à rien, il ne se passe rien. Non, on a vu qu'il se passait en effet un circuit qu'on a bien identifié avec mes collègues Sylvie Vermeillet, Martin Lévrier et Victoire Jasmin. En effet, des gens qui arrivaient de ces pays dits écarlates, qui suivaient, s'ils n'avaient pas le test, un circuit pour arriver jusqu'aux zones de test. Avec peut-être deux bémols, c'est celui sur les fiches de traçabilité. Et d'ailleurs, c'était un peu ce qui avait fait des expressions télévisuelles, avec les réserves que l'on met sur ces expressions, en disant « moi j'ai rempli une fiche, on ne me l'a jamais demandé » et autres. Donc ça ne sert à rien. Ce qu'on a vu néanmoins, c'est que en règle générale, les fiches étaient remplies, elles étaient recueillies par les compagnies aériennes, ensuite stockées au niveau de l'aéroport, et ensuite l'ARS, en cas de besoin, avait lui seul la possibilité, pour des raisons de confidentialité, de les récupérer. Néanmoins, ma question porte sur pourquoi ne pas avoir utilisé, alors c'est peut-être lié aux protections des données, les données des PNR qui recueillent en effet les noms des passagers avec beaucoup de renseignements, ce qui aurait été peut-être plus simple que ce système de fiches telles qu'elles sont actuellement utilisées. Et le deuxième bémol, c'est certes les gens sont testés puisqu'ils n'ont pas eu de test, mais comme ce sont pour la plupart du temps des Français, résidents français ou des personnes qui viennent pour ces pays-là avec une autorisation de séjourner en France, ils repartent comme tout Français qui se fait tester en ayant un résultat de test différé. Ce qui est d'ailleurs actuellement la vraie question, c'est celui en effet de la rapidité à avoir la réponse qui fait que la protection du fait de la non-contamination du virus s'en retrouve diminuer, mais bon, ça dépend vraisemblablement pas de votre ministère. Ce qu'on avait vu au début de la crise, on posera la question au ministre Castaner, enfin l'ancien ministre Castaner, ce qu'on avait vu au début, c'était quand même un manque de protection globale, soignants, mais aussi des forces de l'ordre. Est-ce qu'actuellement les forces de l'ordre sont équipées en protection par rapport aux missions qui leur sont confiées, puisqu'on est en plus dans une période où le virus recommence à circuler? Et puis le dernier point, mais sans doute que ça ne dépend pas de vous non plus, c'était le relatif échec de Stop Covid. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Je vais peut-être commencer par répondre par les dernières questions. Sur le dernier point, vous avez évoqué le fait que ça ne dépendait pas de moi, je ne saurais dire mieux. Sur le troisième point, qui était finalement les forces de l'ordre. Alors,
mon prédécesseur que vous allez auditionner pourra sans doute répondre, mais moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, il y a assez de masques pour les forces de l'ordre qui interviennent chaque jour sur le territoire. Et alors, ça me permet peut-être de dire et donner quelques chiffres à la représentation nationale. Il y a eu 21 200 000 personnes qui ont été contrôlées pendant tout le confinement et 1,3 million de personnes qui ont été verbalisées, toutes forces de l'ordre confondues, police nationale, gendarmerie et police municipale, et que depuis le déconfinement, il y a eu 44 929 verbalisations, si on s'arrête, toutes forces confondues, au 15 septembre. Donc ils ont effectivement été présents de façon importante. Je voudrais quand même dire qu'à ma connaissance, le ministère de l'Intérieur n'a pas manqué de masques pour les forces de l'ordre, puisqu'on a eu 1,1 million de masques qui étaient disponibles, notamment avec, au début de la crise du coronavirus, des masques dans chaque voiture qui n'étaient pas portés de façon généralisée. C'est peut-être ce que vous souhaitiez dire. Et depuis la mi-avril, 10 millions de masques sont arrivés. Et il y a désormais assez de masques, effectivement, pour répondre à les besoins des forces de l'ordre qui travaillent chaque jour et chaque nuit sur la sécurité publique de nos concitoyens. Sur la question des données PNR, j'aurais à dire sans facétie à la représentation nationale qu'il s'agit d'un dispositif législatif qui prévoit explicitement pas que ce ne soit utilisé à des fins sanitaires autres que sécuritaires. Donc s'il devait y avoir des modifications, elles relèvent du Parlement et dans un contexte sans doute surveillé par l'Union européenne et son droit direct. Donc l'utilisation des données de sécurité de passagers pour les utiliser à des fins sanitaires n'est pas autorisée évidemment par le Parlement. Et sur le premier point, d'abord je voudrais redire que il y a peut-être des habitudes administratives et de discussion entre les préfets de région et les ARS, mais dans la gestion de crise, c'est bien le préfet de département qui est en responsabilité. Les préfets de zone sont en revanche essentiels pour la coordination des moyens. Voilà, donc ça a été le cas pour la distribution, par exemple, des masques ou le partage d'informations, mais c'est en tant que préfet de zone qu'ils l'ont fait, pas en tant que préfet de région, et c'est bien les préfets de département qui étaient l'interlocuteur des ARS. J'ai déjà eu l'occasion de répondre sur les peut-être difficultés territoriales que cela pouvait engendrer, même si je ne pense pas que ça l'a été de façon importante sur le sol national pendant la crise. Catherine Desroches, oui. Non, sur la protection des forces de l'ordre, on verra ça avec l'ancien ministre Castaner, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes éléments. Et est-ce que les personnels sont régulièrement testés? Est-ce qu'on a, depuis quand sont-ils testés? Alors moi, ce que je sais depuis que je suis ministre de l'Intérieur et que j'ai eu à connaître des cas après des discussions avec les organisations syndicales, j'en ai parlé avec l'ancien puis le nouveau secrétaire général, mais aussi le directeur général de la police nationale et le directeur de la gendarmerie nationale. Si quelqu'un venait à être positif au coronavirus, nous avons une médecine évidemment de prévention, une médecine du travail, de la fonction publique. C'était d'ailleurs le cas dans mes anciennes fonctions, où on a eu à gérer les douaniers ou les agents de la direction générale des finances publiques. Et nous nous conformons évidemment aux prescriptions des médecins et des ARS lorsque c'est le cas. On teste lorsque cela est demandé par les médecins l'ensemble d'une brigade, et il nous arrive parfois de la fermer si jamais nous considérons qu'il fallait mettre en quarantaine, en septaine, comme on dit désormais, en quatorzaine les agents, et nous le faisons comme chaque employé, je crois, le fait, et comme le Sénat doit le faire pour ses agents publics. Merci, Madame le rapporteur. Très bien. Je vais passer aux questions de nos commissaires. J'ai déjà 5 inscriptions. Roger Carucci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le chef de l'État nous a dit au mois de mars, c'est la guerre. Quand on fait la guerre, on a un cabinet de guerre, on a un chef d'état-major, ce fut le brillant général Foch, puis le moins brillant général Gamelin, mais on a un peu le sentiment qu'il y a une identification pour donner confiance aux populations, pour donner le sentiment que les choses sont gérées de manière coordonnée, pour restaurer un peu le crédit de la parole publique. Pendant la crise, on ne va pas revenir là-dessus, vous n'étiez pas ministre de l'Intérieur, mais enfin, c'est vrai qu'on a eu beaucoup le sentiment des errements sur les masques, sur les tests, etc. Après, il y a eu une période d'accalmie, mais nous voilà depuis 3 semaines, 1 mois, avec une reprise sensible du nombre de cas qui inquiète légitimement les Français.
Et dans cette période d'inquiétude, on a un peu le sentiment que la parole publique face à la crise sanitaire, elle est loin d'être uniforme. Un coup, c'est le ministre de la Santé, un coup, c'est le Premier ministre, un coup, c'est le directeur général de la Santé, un coup, c'est tel ou tel comité scientifique. Tout ça est un peu désordonné et ne contribue pas à calmer le jeu. Alors, vous avez décidé, enfin le gouvernement a décidé d'accélérer, d'accentuer le rôle préfet-maire. Et c'est une bonne chose parce que les maires ont joué un rôle essentiel pendant la crise du printemps. Je dirais presque un rôle primordial pour compenser les faiblesses souvent de l'État. Mais ça contribue à dire il n'y a plus des mesures uniques. Je veux dire, un exemple d'abord, et je poserai ma question qui conclut. On dit c'est au préfet de décider. Résultat, le préfet à Marseille, le préfet à Bordeaux prend des décisions, ou ailleurs, ou à Strasbourg, ou à Lille d'ailleurs, j'ai vu, prennent des décisions sur un certain nombre d'activités dans les villes. Le préfet d'Île-de-France, pour des raisons autres, n'en prend pas. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? La métropole du Grand Paris n'a pas de circulation du virus aussi forte qu'à Bordeaux, qu'à Marseille. Naturellement qu'il faut le faire en concertation avec les élus, mais on a un peu le sentiment que c'est parfois deux poids, deux mesures. Et ça ne donne pas forcément une confiance absolue, parce que c'est comme ça, on voit bien, et ce n'est pas spécifique à Paris, dans les communes de banlieue aussi, on autorise l'extension des terrasses. On ne peut pas dire que partout, le respect des distances ou des mesures sanitaires soit respecté, c'est le moins qu'on puisse dire, et on ne voit pas beaucoup de sanctions. Et ça crée un malaise dans la population qui est dans la crainte de cette épidémie qui reprend. Est-ce que, au-delà de tout ça, vous n'avez pas le sentiment qu'au-delà du lien préfet-maire, il ne faudrait pas, surtout si la crise sanitaire devait s'accentuer, et si, avant qu'on arrive au confinement, je l'espère, il ne faudrait pas trouver une solution un peu différente pour que la parole de l'État sur la gestion de la crise soit une parole plus unifiée. Et elle n'est pas forcément, je le dis franchement, et ce n'est pas du tout de ma part une réserve à l'égard de M. Véran, elle n'est pas forcément sur le ministre de la Santé. On peut choisir différemment, mais qu'il y ait une unité de politique, même si les préfets peuvent ensuite moduler en fonction des conditions locales, et qu'il y ait surtout une unité de la parole publique sur la gestion de la crise. Ça manque cruellement, et ça risque de manquer dans les semaines qui viennent cruellement. Merci. Olivier Henno. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vais profiter de vos responsabilités passées en tant que ministre qui avait une responsabilité vis-à-vis des douanes et maire d'une ville frontalière, et puis aussi aujourd'hui ministre de l'Intérieur, pour vous interroger sur un sujet qui m'est cher, celui de la coordination entre les différents pays européens, et puis des échanges avec les homologues européens, parce que parfois, et je me fais un peu l'avocat des familles qui avaient des personnes fragiles, puisque dans le Nord c'est assez fréquent, des personnes fragiles, personnes âgées ou personnes handicapées, qui étaient dans des maisons d'hébergement en Belgique et qui ont eu quelquefois à souffrir à la fois d'une absence de réciprocité, un défaut quelquefois d'information, enfin une visibilité, et donc de vous interroger pour savoir si vous voyez des pistes d'amélioration dans la gouvernance ou dans les échanges avec les pays frontaliers ou les pays européens qui nous entourent. Je vous remercie. Merci. Angèle Préville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors je vais avoir des questions très concrètes au sujet des verbalisations. Est-ce qu'il y a une évolution ? Qui verbalise ? Qui est verbalisé ? Dans quelles circonstances ? Est-ce que vous pouvez nous donner une image de ce que vous savez pour le moment sur ces verbalisations et également nous dire ce qui se passe dans les pays limitrophes du nôtre ? Merci. Voilà pour la première salve. Monsieur le Ministre, vous avez la parole.
Bon, peut-être pour répondre, Monsieur le Président, au ministre Carucci, en m'étonnant que le Sénat souhaite que l'État soit encore plus jacobin. Je n'avais pas compris ça de son groupe politique, notamment depuis 3 ans. Mais cependant, quand on est jacobin, il faut être girondin. Quand on est girondin, il faut être jacobin. Très bien. Mais ça ne m'étonne pas de la culture politique de la culture politique que je connais du ministre Carucci, ça ne m'étonne pas. Il reste fidèle et peut-être tant mieux. Il le sait, nous partageons une certaine identité de vue, comme on aurait dit. Bon. Indépendamment de cette légère provocation, mais qui traduit quand même, je crois, le fond de la pensée, je voudrais lui dire que d'abord, il n'y a pas des résultats de ce que nous en connaissons, de circulation du virus partout pareil sur le territoire national. Et les Français ne comprendraient justement pas. Je vais venir au cas particulier de l'Île-de-France. Ces différences non appréciées par le terrain. Deuxièmement, Monsieur le ministre, si je puis me permettre de vous corriger, ce n'est pas le préfet d'Île-de-France qui peut prendre des dispositions, parce qu'encore une fois, il n'est certes d'abord pas préfet de Paris, puisqu'il y a un préfet de police pour les questions de sécurité, comme vous le savez, mais il est par ailleurs en aucun cas responsable des questions de coordination de la gestion de crise, puisque, comme je l'ai expliqué dans mes propos liminaires, c'est évidemment le préfet du département. Le préfet de police de Paris a pris des dispositions qui n'existent pas sur d'autres territoires français. Le port du masque obligatoire partout à Paris, c'est une disposition qui n'existe pas dans d'autres territoires. Voilà. Donc il a pris des dispositions. Il appartient à chaque préfet de prendre ses dispositions. Par exemple, le préfet de police de Paris, à ma connaissance, n'a pas accordé de dérogation que d'autres préfets ont accordé. Voilà. Donc vous pouvez peut-être être gêné par la polyphonie, qui n'est pas une cacophonie, des représentants de l'État, parce qu'ils s'adaptent au territoire. Et je pense que c'est ce que demande la Haute Assemblée dans sa volonté forte, me semble-t-il, d'écouter les territoires, si j'ai bien compris les propos du président Larcher depuis que je suis ministre de la République. Je voudrais quand même souligner, puisque je trouve que le réquisitoire du ministre Carucci, tout en étant bien précis et pour le moins un peu dur, c'est une crise qui dure depuis 9 mois. Il n'y a pas d'équivalent, sauf guerre mondiale, évidemment. Il a cité Gamelin et Foch. Personnellement, je ne les ai pas connus, mais il a cité des guerres mondiales, mais c'est qu'à part les guerres mondiales, l'État n'a pas eu à connaître une gestion de crise de cette durée de 9 mois qui va sans doute continuer par ailleurs. Et je pense qu'on peut quand même mettre ça du côté de la difficulté des agents de l'État. Deuxièmement, cette crise sanitaire, elle est proprement parlée inédite. Nous n'avons pas connu à l'échelle d'homme, me semble-t-il, une crise sanitaire qui engendrait autant de difficultés, bien sûr, administratives et d'ordre public, d'accompagnement de santé, de gestion. Bon. Elle est mondiale, ça n'est jamais arrivé, y compris les guerres mondiales ne l'étaient pas tout à fait. Celle-ci était de manière une sorte de mondialisation de la crise. Et puis enfin, c'est un virus que nous ne connaissions pas. D'ailleurs que nous connaissons toujours difficilement. Donc je crois que juger avec les yeux d'aujourd'hui ce qui est arrivé il y a quelques mois, en tout cas c'est mon opinion personnelle si le président me permet de l'évoquer, n'est pas la meilleure des choses pour pouvoir comprendre de l'action de l'État, me semble-t-il, et notamment des responsables qui ont essayé de le servir. Monsieur le sénateur Reynaud a raison de souligner la difficulté frontalière. Alors, avec la Belgique, nous partageons des beaux départements du Nord en commun, mais c'est le cas aussi d'autres départements de nos frontalières, et notamment des questions des personnes vulnérables. Il y a aussi, vous savez, les rapprochements amoureux, comme on les a dit, il y a eu beaucoup. Je sais qu'ici, les sénateurs représentent aussi les Français de l'étranger, et c'est souvent souligné. Pour la suite des événements, je crois que le mieux, c'est de faire ce qu'on a su faire, à mon avis, deuxième partie de la crise, qui était de se parler, d'avoir un cadre européen, et puis ensuite de se parler lorsqu'on fermait ou réouvrait ou permettait un certain nombre de passages entre pays. Quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, j'ai pris contact avec nos pays amis de l'Espagne, de l'Italie notamment, et en leur rappelant, et ils en étaient évidemment parfaitement d'accord, et en Allemagne également, que si jamais nous devions, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui,
Mais imaginez quelque chose qui ressemblait à, en tout cas, une restriction de passage telle que nous l'avons connue dans la crise précédente, que cela se fasse sous l'égide et sous la coordination de l'Union européenne, et évidemment en discutant, en se parlant et en essayant d'aider les populations qui ont des intérêts de vie qui sont évidemment extrêmement importants. Pour ceux qui ne connaissent pas la beauté du Nord, il n'y a évidemment ni fleuve ni montagne entre nos deux pays, entre la Belgique et la France. Et les habitudes de vie sont extrêmement importantes, tant pour les transfrontaliers que pour évidemment les personnes notamment handicapées ou vieillies, comme l'a évoqué le sénateur. Et je ne peux que prendre son point, et ça peut faire partie des réflexions pour demain, pour la gestion d'une autre crise qui viendrait à arriver. Sur les verbalisations, j'ai du mal à comprendre tout à fait la question de Mme la sénatrice. Je vais essayer d'y répondre cependant, puisque j'ai donné le nombre total de verbalisation. Aujourd'hui, l'outil qui est utilisé, c'est le procès-verbal électronique, de l'ensemble des agents de l'État qui peuvent verbaliser, gendarmes et policiers, et les polices municipales lorsque les maires en ont et le souhaitent. 45 000 verbalisations donc à peu près ont été mises, c'est 135 € l'amende. Nous n'avons pas particulièrement de sociologie pour l'instant en statistique sur ces verbalisations, si c'était la question de Madame la sénatrice, mais nous pourrions, grâce à l'entaille, fournir à la représentation nationale, même si nous ne l'avons pas aujourd'hui. Je voudrais vraiment le dire, à ma connaissance, peut-être des profils, alors par département. Il faudrait peut-être demander au patron de l'entaille, le préfet Fiscus, un certain nombre d'éléments statistiques que vous souhaiteriez avoir et qui seraient d'ailleurs intéressants très certainement, mais pour l'instant je ne les ai pas. Par exemple, ce que j'ai moi comme retour des verbalisations, c'est effectivement par département et par force, qui des gendarmes, qui des polices nationaux, ce qui nous éclaire sur la ruralité peut-être et le centre-ville, même si vous savez que les découpages des forces ne sont pas toujours aussi évidentes que celles-là, mais enfin ça donne une première indication. Je ne les ai pas, mais je pourrais faire parvenir, Monsieur le Président, si votre commission le souhaitait. Merci. Un mot simplement, Monsieur le Ministre, les mesures européennes, mais je crois que entre le Nord et le Pas-de-Calais et la Belgique, maintenant il y a une mise en quarantaine qui a été décidée par la Belgique pour ceux qui venaient de France, non? J'ai cru avoir cette information hier. Pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, la Belgique a décidé de mettre en quarantaine. Alors, leur quarantaine, je ne sais pas si elle dure 14 ou 7 jours, mais me semble-t-il que la décision a été unilatérale. Me semble-t-il, mais vous avez plus de précision. Et un deuxième point, si vous permettez, on n'est pas là pour réécrire l'histoire. Notre commission d'enquête, c'est bien analyser l'histoire pour en tirer un certain nombre de conséquences, voir bien sûr ce qui a bien été, mais aussi là où ça a pu moins bien se passer, de façon à pouvoir en tirer les conséquences sans procès d'intention, me semble-t-il. Simplement sur le premier point, parce que le deuxième n'appelle pas pour moi de commentaires, évidemment. La Belgique, comme l'Allemagne ou comme d'autres pays, ont considéré qu'il y avait des lieux de circulation du virus, d'abord parce que nous communiquions en transparence sur ces difficultés, et ils en tirent parfois des conclusions pour leur territoire national. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce virus, il connaît évidemment, pardon de le redire, pas de frontières. Et que l'une de nos difficultés, c'est évidemment de comprendre ce qui se passe à l'échelon départemental. On a évoqué le préfet et la circulation du virus dans cet échelon départemental. Et c'est pas la même chose. Le virus, le sénateur Hainaut le sait, ne circule pas de la même manière dans la métropole lilloise, puisqu'il circule très vite dans la métropole lilloise, moins le département du Nord étant le plus grand de France, et pour des raisons révolutionnaires accompagnant la Belgique, moins fourmis que dans la métropole. Simplement, nos règles départementales font que le préfet prend des mesures départementales, et nos amis belges ont manifestement mis en place effectivement des mesures de protection. Elles n'empêchent cependant pas les échanges, de ce que j'en sais, de ma vie tourquenoise avec la Belgique. Merci pour la précision. Alors, Marie-Pierre de la Gontrie. Merci, Président. J'aurais deux questions à poser au ministre de l'Intérieur. La première le concerne en tant que chef d'administration, et je ne mélange pas le fait qu'il n'ait pas été en charge depuis le début de cette crise du ministère de l'Intérieur. Mais je voudrais rappeler que votre prédécesseur, devant l'Assemblée nationale le 9 avril, avait indiqué qu'il souhaitait que le Covid-19 soit inscrit au tableau des maladies professionnelles et que le lien entre l'affection et leur service soit automatiquement présumé pour les agents dès lors qu'il était établi qu'ils ont assuré une mission au contact du public durant l'état d'urgence sanitaire. Évidemment, ce point portait sur les forces de l'ordre, car nous le rappelons, dès le début du confinement,
nous ne pouvions sortir qu'1 heure hors de chez nous et munis d'une attestation, et les forces de l'ordre étaient mobilisées de manière très intense pour faire en sorte que tout ça se déroule dans les meilleures conditions. Et Christophe Castaner indiquait vous avoir saisi le 7 avril sur ce point pour que cette reconnaissance se traduise au plus vite. Un décret est paru il y a quelques jours, le 14. Je mets de côté le fait qu'il limite aux affections respiratoires aiguës avec assistance respiratoire ou le décès, bien évidemment. Donc, il écartait la question de la présomption, mais surtout, tout autre que les soignants ne sont plus concernés. Donc, j'ai entendu tout à l'heure, mais nous aurons l'occasion d'y revenir avec le ministre Castaner, que les masques n'ont jamais manqué. Enfin, je résume votre propos peut-être de manière un peu sommaire. Ce n'est pas les témoignages qui circulent, mais vous n'étiez pas en charge, donc je n'y reviens pas. Mais donc, ma question est, avez-vous l'intention de prendre la mesure qui avait été annoncée et très attendue par les forces de l'ordre, qui, parmi ceux que l'on appelait en première ligne ou en deuxième ligne, ont été très, très mobilisés dans des conditions, je ne vais pas y revenir, mais je crois qu'on leur disait à l'époque que lorsqu'ils faisaient un contrôle à l'extérieur, ils n'avaient pas porté de masque dès lors qu'ils constataient que la personne ne portait pas de virus, ce qui était quand même assez audacieux. C'est donc ma première question. Ma deuxième question, et vous verrez que je suis très précise afin que vous ne puissiez pas dire que je procède à une caricature malhonnête, je souhaiterais revenir sur la décision prise par le préfet du Pas-de-Calais concernant la distribution de repas à Calais. Vous avez rencontré la maire de Calais et quelques heures plus tard, le lendemain, le préfet a pris un arrêté pour interdire la distribution de repas en centre-ville par toute autre association que l'association agréée qui s'appelle la Vie Active, afin que le centre-ville, c'est comme ça que je l'ai compris, ne soit plus le théâtre, semble-t-il, de rassemblements qui étaient inopportuns. Il faut rappeler, peut-être nos collègues ne le savent pas, qu'un arrêté analogue avait été pris par la maire il y a environ 3 ans, qui lui-même avait été arrêté. Si je me permets d'y revenir, c'est qu'il parlait, lors de la suspension, le tribunal administratif avait noté l'atteinte manifestement illicite aux droits des personnes concernées et l'obstacle à la satisfaction de besoins élémentaires vitaux de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants prévus à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ma question est la suivante. La Vie Active indique elle-même distribuer de 1000 à 1200 repas par jour. Or, il y a environ 2000 personnes sur site, la Vie Active disant elle-même qu'elle fournit guillemets, la majorité des migrants. Donc ma question est la suivante. Comment concevez-vous de concilier, je mets de côté mon jugement, j'ai envie de dire politique sur le sujet, ce n'est pas l'objet, mais comment en tant que ministre de l'Intérieur pouvez-vous concilier votre rôle de défenseur du respect de l'ordre public, je comprends que c'est l'objet de cet arrêté, et les droits humains, pour résumer, tels qu'ils ont été rappelés par le tribunal administratif de Lille. Et vous l'avez noté, je mets de côté mon avis personnel, ce n'est pas l'objet. Cet arrêté fait l'objet d'une procédure judiciaire. Mais on voit qu'il y a quand même une difficulté dans ce que vous avez souhaité. Et donc, c'est là-dessus que je souhaiterais vous interroger. J'espère que vous noterez que ce n'est pas une caricature malhonnête. Merci. Victoire Jasmin. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il a été décidé que pour se rendre dans certains territoires, et particulièrement les Outre-mer, il faille faire un test de moins de 72 heures. Il se trouve qu'il y a un vrai problème aujourd'hui parce que les laboratoires sont sous tension, ou bien ils ont des problèmes de réactifs, ou en tout cas, les délais de rendu des résultats sont quelquefois très importants et il y a des personnes qui malheureusement ont perdu des billets d'avion tout simplement parce qu'ils n'avaient pas des billets qu'ils pouvaient modifier. Et en même temps, on constate qu'il y a certains laboratoires d'analyse de biologie médicale qui font payer 100 €, je le dis, pour obtenir des résultats dans les délais impartis. Je vous remercie. Merci. Martin Lévrier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a une petite musique qui court souvent et depuis longtemps dans la presse, un peu partout, sur l'autorité de l'État et sur une petite musique disant que tout n'est jamais vraiment clair. Moi, j'ai vu que quand à Paris a été décidé le port du masque obligatoire,
les Parisiens l'ont vraiment respecté. Et je suis assez fier de voir que c'est compris et respecté globalement. Simplement, reste selon moi un petit problème, je l'ai vu en particulier hier soir en me promenant, des jeunes, la nuit en particulier, qui se réunissent, je pense aux Invalides hier soir, où il y avait au moins 300 ou 400 jeunes, très gentils, mais très peu masqués. Or, on sait tous qu'ils sont asymptomatiques, qu'ils ont peut-être besoin qu'on leur rappelle la loi. Et donc, je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des opérations bienveillantes mais fermes pour leur rappeler qu'ils peuvent mettre les autres en danger sans obligatoirement... avoir peut-être des mesures spécifiques pour cette population-là, sans rentrer dans la contravention systématique. Merci beaucoup. Merci. Avant de vous repasser la parole, bien entendu, monsieur le ministre de l'Intérieur, moi j'avais une question à laquelle supplémentaire, vous pourrez peut-être répondre par écrit, parce que peut-être que elle relève peut-être d'ailleurs plus, puisque c'est une période transitoire de votre prédécesseur, mais on a posé des questions sur les réquisitions de masques qui avaient été faites par le préfet, et on voulait en savoir combien avaient été faites, quelles avaient été les conséquences, et le ministère de la Santé nous renvoie sur le ministère de l'Intérieur, puisque ce sont les préfets qui ont pris les mesures de réquisition. Vous vous souvenez, sur certains territoires, nous en tout cas on a vécu ça dans le Grand Est, ça avait posé un certain nombre de problèmes, donc on voulait avoir un retour un petit peu d'expérience. C'est tôt, mais c'est important de le faire en cas de rebond de l'épidémie sur ces réquisitions. Merci, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à la sénatrice sur à la fois Calais et sur la maladie professionnelle pour les agents du ministère de l'Intérieur. Lorsque le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, m'avait interpellé, il l'avait effectivement dit, me semble-t-il, à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait juste. Il avait saisi le ministère de la fonction publique, c'est-à-dire moi-même. Alors vous saviez tous, même s'il n'y avait pas de délégation en tant que telle, c'était que Olivier Dussopt était secrétaire d'État auprès de moi et travaillait particulièrement sur la question de la fonction publique. Et nous avons instruit avec Olivier Dussopt, qui s'en était particulièrement occupé, les questions qui ne concernaient pas simplement le ministère de l'Intérieur, mais les agents publics de manière générale, même si les forces de l'ordre, par le fait qu'ils étaient en contact, chacun le comprend, ne doivent pas être défavorisés. Et ça reste toujours mon opinion vis-à-vis d'autres agents publics, comme les agents qui relèvent du ministère de la Santé, et dont vous avez bien voulu rappeler qu'un décret a reconnu pour eux des spécificités particulières. Et donc on avait commencé à travailler sur un mécanisme qui permettait en effet de répondre à l'interrogation du ministre de l'Intérieur, que j'ai d'ailleurs renouvelé en arrivant au ministère de l'Intérieur suite à une réunion avec les organisations syndicales que j'ai rencontrées la semaine d'après ma nomination. Et je sais que Madame de Montchalin termine le mécanisme pour lequel nous avons travaillé, et incessamment sous peu, m'a-t-on dit, puisque je l'ai interrogé il n'y a pas extrêmement longtemps, aura l'occasion de compléter les dispositions prévues à la fois pour les soignants, mais aussi pour le privé, puisqu'un décret du 15 septembre est également paru. Oui, à l'époque, je travaillais avec Olivier Dussopt pour l'ensemble des agents publics, et j'ai renouvelé en tant que ministre de l'Intérieur, changeant ainsi de rôle, mais en une continuité de pensée et de solidarité gouvernementale pour les agents qui étaient sous ma responsabilité, renouvelant ainsi la demande qui avait été faite par mon prédécesseur à Olivier Dussopt et à moi-même. Donc c'est sur le même principe, et notamment, vous avez bien voulu le souligner, et je suis souscrit, qu'il s'agit bien des formes avérées, notamment de ceux qui ont contracté le coronavirus et qui ont effectivement qui sont l'objet de votre question et qui est l'objet du courrier que m'avait adressé le ministre de l'Intérieur, que j'ai donc renouvelé à Madame de Montchalin. Sur le sujet Calais, d'abord, je me permets de vous corriger ou de vous compléter, si vous me le permettez, Madame la sénatrice. Lorsque Madame le maire de Calais a utilisé son pouvoir réglementaire pour empêcher la distribution en centre-ville, il ne s'agit pas de l'empêcher dans la ville de Calais, parce que je lis beaucoup d'inexactitudes sur ce point. Le tribunal administratif de Lille a cassé cet arrêté sous le seul prétexte, mais il faut l'entendre, qu'il n'était pas du pouvoir réglementaire de Madame le maire de Calais que de prendre cet arrêté. Et donc, elle en a déduit qu'il était du pouvoir de l'autorité de l'État, de son représentant, en l'occurrence le préfet du Pas-de-Calais, de prendre le dit arrêté. Donc, j'ai compris qu'une association présentait devant le tribunal administratif une contestation de cet arrêté. Nous verrons bien ce que dira le tribunal administratif de Lille.
mais c'était sur une question d'autorité réglementaire que principalement cet arrêté avait jadis été annulé. Deuxièmement, je voudrais souligner que l'arrêté de monsieur le préfet du Pas-de-Calais est circonscrit dans le temps et il est circonscrit sur un endroit spécifique, comme le prévoit le droit administratif, afin qu'il n'y ait pas d'utilisation générale, abusif, un excès de pouvoir des représentants du pouvoir réglementaire. Et donc, il nous paraît tout à fait pondéré, mesuré, répondant non pas à une question politique, c'est d'ailleurs pas comme ça que vous l'avez posé, je l'entends bien, mais parfois c'est ce que je lis, de l'interdiction de distribuer des repas aux personnes migrantes dans le centre-ville de manière générale, par principe, mais bien parce que nous sommes dans une période particulière où désormais, à ma connaissance, Madame la sénatrice, il y a 1500, c'est déjà beaucoup, migrants dans Calais et ses environs. 60% d'ailleurs viennent de la Belgique pour pouvoir traverser. On sait que depuis Napoléon, c'est plus facile de traverser par la France et par Boulogne-sur-Mer et Calais que par la Belgique. Et à la fois le fait qu'il y ait moins de camions qui passent du côté britannique, que le Brexit arrive avec des dispositions qui vont sans doute remettre en cause un certain nombre de sujets, que l'été était là et que l'été, comme chacun le sait, dans la région des Hauts-de-France, c'est toujours un endroit où la mer est calme et on peut davantage passer lorsqu'on a envie de traverser pour des raisons humanitaires que l'on peut tout à fait comprendre la Manche. Et il y a une difficulté particulière d'ordre public, mais aussi, et c'est ce que la maire de Calais a voulu me démontrer et je l'ai écouté, de possibilités de circulation du virus dans la distribution de rue. Il s'agit bien de ça, Madame la sénatrice, la distribution de rue des 10 repas. Et donc, vous évoquez les droits humains. J'y suis évidemment, comme tous les humanistes et comme tous les républicains, extrêmement sensible. Je m'intéresse évidemment aux droits humains des migrants que nous accompagnons, dont la lutte contre les passeurs me semble être d'ailleurs le premier des devoirs de l'État de lutter contre l'exploitation d'êtres humains. L'État mandate des associations, comme vous l'avez dit. 2000 repas par jour sont distribués. L'hébergement est systématique des migrants lorsque nous intervenons pour les mettre à l'abri. Les interventions des policiers ou des gendarmes sont quasiment quotidiens pour les aider à ne pas se noyer dans la Manche, puisque des drames peuvent évidemment arriver. Encore la semaine dernière, des policiers, enfin des gendarmes en l'occurrence, se sont jetés à l'eau pour sauver des personnes migrantes. Et ces droits humains, ils sont aussi les droits humains de la population calaisienne qui vit, moi je vous encourage évidemment à vous y rendre également, des situations extrêmement délicates, surtout ces derniers temps, où l'accumulation du nombre de migrants, du fait à la fois du déconfinement, mais aussi des difficultés que nous avons avec nos amis britanniques, et enfin avec l'accumulation des traversées par mer calme, si j'ose dire, fait que les choses n'étaient plus possibles par mer de Calais, d'où l'arrêté circonscrit dans le temps, dans un lieu, pour effectivement des distributions de rue de repas. Il y a évidemment toujours des distributions de repas à Calais qui ne se font pas dans la rue, en centre-ville, mais bien au plus proche de là où les migrants peuvent être, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs de définir, et dans des conditions qui me paraissent tout à fait conformes à ce que l'État a toujours fait, quels que soient les gouvernements, dans cette situation particulière, où on a toujours à essayer d'allier fermeté, comme le disait le Premier ministre Cazeneuve, et humanité. Sur la question de l'outre-mer, je comprends tout à fait les difficultés que vous évoquez, Madame la sénatrice, et on peut être scandalisé de l'utilisation cupide, notamment pour nos compatriotes ultramarins. Et j'ai eu à connaître, parfois même à m'étonner, à intervenir en tant qu'élu, des situations que vous évoquez. L'État y met les moyens, et notamment dans le remboursement des tests. Alors, il y a une question évidemment de délai, qui n'était pas toujours compatible avec parfois les demandes au moment où on prenait son avion pour retourner dans les territoires ultramarins. On a essayé au maximum, à ma connaissance, d'améliorer les choses. Et votre commission s'est rendue d'ailleurs à l'aéroport de Roissy, et je crois qu'elle a vu le professionnalisme des agents qui servaient le ministère de l'Intérieur. Je ne peux que être d'accord avec votre constat. Il appartient sans doute au ministre des Transports et au ministre de la Santé d'évoquer plus amont la question du rapport avec les laboratoires ou du retour dans la continuité territoriale des territoires nationaux ultramarins. Sur finalement l'invitation à la bienveillance active du sénateur Le Verrier, il n'a pas tort. Et je crois que ce serait mentir si je vous disais qu'en tant que chef d'administration, les agents ne sont pas tous les jours dans l'hyper, en tout cas c'est les consignes que j'ai passées depuis que je suis ministre de l'Intérieur, discussion avec tout le monde
pas simplement sur l'esplanade des Invalides, mais dans tous les endroits où les regroupements, disons que les Invalides ont au moins l'avantage d'être ouverts au vent. Mais j'ai géré un été avec les préfets, de soirées interdites qui se sont quand même réunies, chacun a pu le constater. Au même moment, on demandait aux patrons de discothèques ou de restaurants parfois de rester fermés, d'intervenir. Chacun a vu parfois même les images, alors si elles ont parfois fait scandale, mais elles étaient, me semble-t-il, légitimes, d'intervention à Paris même lors des reproductions de demi-finales ou de finales de matchs de football de gens agglutinés, ou parfois, vous savez, monsieur le sénateur, mais je sais que votre question n'était pas que naïve, c'est pas parce que les forces de l'ordre expliquent aux gens qu'il ne faut pas qu'ils se regroupent gentiment qu'ils écoutent et sagement obéissent à l'autorité du représentant des forces de l'ordre. Donc de temps en temps, il faut savoir verbaliser ou intervenir lorsque cela n'est pas nécessaire. C'est évidemment peut-être un travail davantage encore que nous le faisons aujourd'hui. Peut-être j'entends votre remarque. La consigne que j'ai donnée, c'est de verbaliser évidemment lorsque c'était nécessaire et au maximum discuter avec le maximum de personnes pour que chacun ait la responsabilité de ses actes. Voilà. De ce point de vue, je ne peux que relayer une nouvelle fois, je le redirai au monsieur le préfet de police de Paris, de faire attention dans les lieux de rassemblement qui nous permettent effectivement de discuter au maximum et que ce port du masque, il est absolument obligatoire à Paris. Vous aurez d'ailleurs constaté, monsieur le président, qu'on a simplifié pour les Parisiens la question, parce que lorsque je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, le préfet de police m'a présenté la carte qui existait de découpage dans Paris, là où on devait porter un masque, là où on ne devait pas porter un masque. Il faut avouer que ce n'était pas toujours évident. Et donc, pour la simplification de tous, on a décidé, et vu les difficultés qu'on a pu remarquer de circulation du virus du mois de juillet, j'ai décidé d'accepter la proposition du préfet de police de Paris. D'ailleurs, la maire de Paris a accompagné cette décision et je le remercie, de mettre tout Paris en port du masque obligatoire afin de simplifier les règles. Enfin, sur les réquisitions, je ne les connais pas, monsieur le Président, mais soit mon prédécesseur pourra vous y répondre, soit on vous y répondra bien évidemment si vous nous posez la question par écrit. Si vous me permettez, je sais qu'il n'est pas de coutume de ne pas répondre aux questions auxquelles on n'a pas été interrogé. Merci beaucoup. Puisque vous évoquiez les douanes tout à l'heure, à la fois vous-même et le sénateur Reynaud, je voudrais dire à quel point le ministre des Douanes que j'ai été a dû parfois soutenir fortement son administration, qui a fait un travail formidable dans cette période extrêmement difficile, pour ne pas délivrer des masques qui, à peine arrivés, souvent d'un sol extra-français, auraient dû être sous la pression politique, souvent d'élus locaux ou d'élus tout court, délivrés immédiatement, sous prétexte que les douaniers faisaient leur travail de vérification de cette marchandise, comme toute autre marchandise. Et je crois que les agents de l'État, courageux, alors que la pression était forte extérieurement, qu'on fait ce travail de conformité des masques qu'on allait ensuite distribuer à la population, ou aux agents publics, ou aux agents de santé, l'ont fait de manière tout à fait remarquable. Des millions et des millions et des millions de masques arrivaient tous les jours dans des conditions où les douaniers eux-mêmes étaient en difficulté, bien sûr, dans leur vie professionnelle, avec des clusters qui se développaient. Et heureusement que nous n'avons pas cédé aux pressions politiques d'élus, et parfois d'élus qui prenaient les médias à partie en disant que les douaniers, l'État bloquaient. Je ne parle pas des réquisitions, vous avez bien compris, je parle bien des vérifications, parce que souvent, de temps en temps, on va dire, ces masques étaient des faux. Vous ne protégez en rien les populations. Et les douaniers et l'État a été au rendez-vous sous les colibés, parfois sous les mises en cause, très importantes d'agents publics et du ministre, mais ça, il est payé pour ça, parce que les douaniers faisaient simplement leur travail en quelques heures de vérification de la marchandise qui était livrée. Et je voudrais le redire, parce que je vois que c'est une question qui est rarement posée aux représentants de l'État, mais beaucoup d'élus ou beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup ont pris fait et cause par définition contre l'État qui ralentissait un certain nombre de procédures, alors même qu'il ne faisait que garantir que les masques, comme tout autre produit, devaient être vérifiés et correspondaient à des normes qui protégeaient ensuite les populations. Et je pense que c'était une bonne chose que de dire devant votre commission. Merci. Oui. Je suis dans un département où on a eu, à travers l'aéroport de Vatry, à accueillir nombre de masques. Je crois que ça s'est passé dans de bonnes conditions, en tout cas. Donc n'hésitez pas à continuer à l'utiliser pour encore les mesures sanitaires ou autres. Je ferme la parenthèse. Merci en tout cas. S'il n'y a plus de questions, une question, Roger Karoutchi, bien sûr. Non, c'est pas une question, mais pour dire au ministre, en tout cas au Sénat,
il y a eu effectivement des protestations contre les réquisitions qui se sont produites, jamais contre les contrôles par les douaniers. Il y a peut-être eu ailleurs des interpellations, mais le contrôle des douaniers paraissait normal. C'était les réquisitions qui ont posé problème, notamment par rapport aux commandes des collectivités. Merci. Madame Assassi. Pardon, je n'avais pas vu la main levée. Pas grave, Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Ministre, je crois qu'on est tous et toutes conscients du fait que l'épidémie est inédite et mondiale. Et donc, se préoccuper de la façon dont elle a été gérée et dont elle a été gérée hier et dont elle l'est aujourd'hui, me semble utile, notamment, bien évidemment, où la crise perdure et où s'aggrave. Et tout ça me semble fondamental, et c'est parce que c'est fondamental que la polyphonie, il nous semble dangereux d'avoir, assisté à une certaine, vous dites polyphonie, effectivement, je ne dirais pas cacophonie, mais polyphonie qui a provoqué des interrogations dans l'opinion publique, voire même qui a créé de l'angoisse, voire même aussi des comportements, comme cela a été signalé, de rassemblements, particulièrement de jeunes gens qui ne portent pas des masques. Et tout ça n'est pas une petite affaire, quand même. Quand on comprend, même si nul n'est parfait, on essaye de faire appel à son sens des responsabilités. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à une question qui vous a été posée tout à l'heure par Madame la rapporteure de Roche à propos de l'application Stop Covid. Quoi que j'en pense, je dis bien quoi que j'en pense, force est de constater que ça ne marche pas. Alors, les raisons en sont peut-être multiples, mais pouvez-vous nous dire si elle est toujours d'actualité, d'autant que des bruits circulent selon lesquels cette application pourrait offrir un accès privilégié aux tests à ceux ou celles qui posséderaient donc cette application et qui, bien évidemment, l'utiliseraient. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Je m'excuse auprès de la présidente qui pose la question, si je ne me suis pas bien fait comprendre, mais j'ai justement répondu, me semble-t-il, à Madame la rapporteure en expliquant que je n'étais en rien chargé de cette application, ni dans mes fonctions précédentes, ni dans mes fonctions actuelles. Et donc, c'est pas que je suis habile, c'est que je suis honnête. Je sais que ça peut vous surprendre peut-être, mais c'est le cas. Et en l'occurrence, je ne peux que vous dire que les responsables administratifs, politiques de cette application, qui à mon avis est nécessaire et qui apporte, me semble-t-il, des choses, notamment dans la lutte contre la circulation du virus, relève dans son application comme dans sa conception ou dans ses conséquences ou dans son futur de d'autres autorités ministérielles que la mienne. Merci, mais je crois, Madame la Présidente, que vous aurez l'occasion de reposer la question lors de nos auditions et peut-être que cet après-midi, des annonces se feront à ce sujet-là. Non, mais Monsieur le Président, je sais bien que ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui est en charge de cette question-là, mais il n'en demeure pas moins qu'il est ministre de l'Intérieur. Et que si j'ai bien écouté le ministre qui a porté le projet sur la création de Stop Covid, selon lui, et on pourrait rapporter ses propos, cette application pourrait faciliter le travail aussi de nos forces de police et de gendarmerie. C'est aussi pour ça que je vous posais cette question. Sur le fait que je sois ministre de l'Intérieur, je l'avoue. Ça ne nous a pas échappé non plus. Sur le fait que l'application Stop Covid puisse aider les forces de l'ordre dans les contrôles, c'est non. Il n'y a pas de lien particulier. Nous n'avons pas accès aux données personnelles. Non, mais vous posez la question que vous souhaitez, Madame la sénatrice, permettez-moi de répondre comme je l'entends. Et troisièmement, je vous répète une nouvelle fois, mais je sens que vous avez envie d'obtenir de moi une promotion politique afin que je gère l'ensemble des questions de politique publique. Mais je pense qu'il faut savoir rester à sa place. Je n'ai pas, de près ou de loin, eu à connaître, à part en tant que citoyen, bien évidemment, des évolutions de l'application Stop Covid, dont par ailleurs, je pense évidemment que c'est une bonne chose pour la lutte contre le virus. Merci en tout cas. Encore une question Juste une remarque, je me ferai le plaisir de remettre au ministre la décision du tribunal administratif de Lille, parce que le motif pour lequel l'arrêté de Mme Bouchard a été suspendu n'est pas celui qui a été évoqué, c'est bien un motif de fond concernant le traitement des migrants.
Mais je me ferai plaisir de passer une soirée, une nuit, une journée avec Madame la sénatrice à Calais, à la rencontre des habitants. Ah oui, à la rencontre des habitants. Très bien, merci. Nous en restons là. Bonne fin de journée. Merci à toutes et tous.